Բարի եղերեք արկելի տեկյամու շաղութային միության արցանց հայդակիրներու ներգայացումներուն այսօր մեր հետ է Զավեն Գուցուր Մորեալահայ ներքաղուտի ղեկավարներն որ ցեզի պիտի ներգայացնեմ մեր բացառիկ այսօրվա հյուրը որ մեզ գմիանա Հունաստանեն Բարի եղերես Զավեն bienvenue monsieur Akhtar l'interview va continuer en français et ça va être conduit en français. Alors, Zaven, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Donc, notre hôte ce soir, aujourd'hui, c'est monsieur Dr Cengiz Akhtar, qui, après un doctorat d'économie de l'université Paris 1 Sorbonne, il a travaillé pour l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne sur des politiques de migration et d'asile. Entre 1994 et 1999, il a été à la tête de la mission des Nations Unies pour la Slovénie. En 1999, il rencontre le journaliste Hrant Dink et établit d'étroites relations amicales avec lui. Après l'assassinat de celui-ci en 2007, Cengiz Akhtar lance une pétition pour les excuses de la part des Turcs envers les Arméniens concernant le génocide. La pétition a été libellée. Ma conscience ne peut accepter le manque de sensibilité et le déni du génocide arménien de 1915. Je refuse cette injustice et je compatis avec la douleur de mes frères et sœurs arméniens. Je leur demande pardon. Actuellement, il enseigne l'économie, les sciences politiques à l'université d'Athènes en Grèce. Alors, monsieur Cengiz Akhtar, quel impact de Hrant Dink sur la politique de Turquie encore aujourd'hui? Vous savez, Hrant est parti il y a longtemps et il s'est passé beaucoup de choses depuis son départ, malheureusement, depuis son assassinat. Et la Turquie de 2021 est très, très, très loin de la Turquie, même de 2007, l'année où Hrant a été assassiné devant Agos, son journal. Alors déjà, les choses n'allaient pas si bien et à partir de l'année en 2005-2006, les choses avaient commencé à se gâter. Hrant était un dérangeur, n'est-ce pas? Il disait la vérité d'une façon extrêmement habile. Et il avait ce don naturel de convaincre les gens, les pires négationnistes, les pires, c'est-à-dire ceux qui refusent à tout prix de reconnaître le génocide des Arméniens, eh bien, il était capable de les convaincre. Et ça gênait énormément les tenants du pouvoir, l'État, l'armée, l'establishment turc. Et il a été assassiné et on a trouvé de nombreuses excuses pour le faire taire. Il écrivait très librement dans son journal et on lui a collé procès après procès et on a fini par le tuer. Alors, évidemment, son assassinat a été un choc pour la Turquie, comme vous savez tous, et encore pendant quelques temps, justement à travers la fondation Hrant Dink, à laquelle j'ai participé, j'étais à sa création, n'est-ce pas? Eh bien, on a fait beaucoup de choses après sa disparition. Et la fondation est devenue vraiment le fer de lance, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la politique de mémoire en Turquie par rapport au génocide des Arméniens.
Mais de fil en aiguille, avec la situation générale, avec la dédémocratisation, si vous voulez, pas la démocratisation, mais la dédémocratisation. Et la Turquie est devenue un pays totalement anti-démocratique. Et même les travaux aujourd'hui de la Fondation Hrant Dink sont empêchés. Je vais vous donner juste un exemple. En 2019, on nous a empêchés de faire une réunion sur Kayseri, sur l'histoire économique et sociale de Kayseri. Or, avant, on a fait plusieurs réunions de ce genre et, et pas à Istanbul, pas à Bolis, à Diyarbakir, à Mardin, à Izmir, etc. Et là, on nous a empêchés de faire notre réunion sur l'histoire économique et sociale de la région de Kayseri de 1838 à 1938, donc très large, 100 ans. Et on devait le faire donc à Kayseri même, on nous a empêchés. On a dit d'accord, bon, on fait la réunion à Istanbul, à Bolis. On nous a aussi empêchés de faire les réunions dans les locaux même de la Fondation Hrant Dink. Donc, vraiment, cette période de libre parole, de liberté relative, eh bien, a pris fin depuis quelques années maintenant. Et évidemment, la Fondation Hrant Dink, comme d'autres associations, essaye de continuer le travail qui a débuté dans les années 1990 quand même. Hein. Donc la création de Agos, c'est 96, comme vous savez. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait la maison de publication Arras. Il y avait d'autres initiatives. Il y avait la maison d'édition Belge de Ragıp Zarakolu qui depuis des années publiait sur le génocide des Arméniens. Alors, tout ce travail de mémoire est aujourd'hui quasiment impossible à réaliser. Bon, bien sûr, il y a toujours des livres qui sortent, etc., mais on n'est plus au début des années 2000 où vraiment il se passait des choses incroyables, inouïes en Turquie par rapport au génocide des Arméniens, mais pas seulement par rapport au génocide des Arméniens, par rapport au génocide des Grecs de la mer Noire, par rapport au génocide Seifo, comme ils l'appellent, des Syriaques à Suliani, etc. Donc, tout ça maintenant a été battu en brèche et on est vraiment dans une époque de glaciation, n'est-ce pas, par rapport à ces politiques de mémoire. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est très difficile de parler librement maintenant, comme on a réussi à faire pendant quelques années, même après l'assassinat de Grant. Eh bien, cette époque maintenant est révolue, elle est terminée, malheureusement, et je répète, je ne sais pas quand et comment ça va reprendre. Docteur Akhtar, avec ce mouvement de liberté de parole et tout ça que vous avez mentionné, actuellement, il y a le régime d'Erdogan qui, avec ses méthodes oppressives et tout ça, la Turquie a fait un recul dont les conséquences, c'est que vous êtes en exil et vous faites un travail de promouvoir la liberté de parole et les droits humains. Alors, pourriez-vous élaborer un peu de cet aspect-là? Et depuis quand vous êtes en exil et votre retour, est-ce que c'est permissible ou c'est défendu?
Non, je ne compte pas rentrer en Turquie. Je ne peux pas rentrer en Turquie d'ailleurs. Je suis recherché et ça fait plus de 4 ans et demi que je suis en dehors de la Turquie. Et moi, je qualifie ça comme, vous savez, c'est le tour des Turcs blancs, comme moi. D'abord, c'est les Arméniens qui sont partis. Après, c'est les Grecs qui sont partis, les Syriaques qui sont partis, les Kurdes qui sont partis. Maintenant, c'est le tour des Turcs. C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Eh oui, donc maintenant, c'est à nous, c'est notre tour de partir. Et je ne suis pas le seul, il y a des centaines de milliers de gens. Alors, depuis le soi-disant coup d'État de juillet 2016, qui était un coup d'État très louche, comme vous savez, eh bien, il y a eu, d'après les chiffres des services d'intelligence britanniques, il y a eu 2 millions de personnes qui ont quitté la Turquie. C'est beaucoup. Et ces gens-là qui partent, c'est exactement comme les Arméniens il y a plus de 100 ans. C'est pas, c'est des gens qui sont qualifiés très souvent, n'est-ce pas? Et on ne sait pas quand la Turquie va se normaliser. Moi, je reste très pessimiste et en fait réaliste par rapport à ça. La Turquie va mal et c'est pas demain la veille qu'elle va redevenir un pays normal parce que on a détruit les institutions en Turquie, on a détruit l'académie, on a détruit les institutions économiques, on a détruit les institutions diplomatiques, par exemple. Il n'y a plus de ministère des Affaires étrangères, ça ne sert plus à rien. On a détruit le système juridique, n'est-ce pas? Il n'y a Oui, plus de justice, il n'y a plus rien. On a détruit le système académique. Il y a plusieurs académiciens qui sont partis. Ceux qui sont restés ne peuvent pas ouvrir la bouche. Donc, c'est vraiment moi, je qualifie ça comme un peu le prix que la Turquie est en train de payer pour le génocide des Arméniens, n'est-ce pas? Parce que c'est pas de la métaphysique dont je parle. Vous savez, un pays qui n'a pas fait son mea culpa, un pays, une société qui n'a pas reconnu ses erreurs, eh bien, c'est une société malade. Et c'est exact. Et cette maladie-là, aujourd'hui, a pourri, complètement pourri la société turque. On dit que M. Erdogan, eh bien, il est corrompu, etc. Mais la corruption de M. Erdogan, à côté du génocide des Arméniens, c'est quoi? C'est des peanuts, comme on dit. C'est des cacahuètes. C'est rien. Et une société qui a pu accepter, qui a pu digérer le génocide des Arméniens, peut digérer très facilement la corruption de M. Erdogan. C'est rien, ça. Donc, vous voyez, il y a une espèce de retour du bâton. Et moi, je donne toujours l'exemple de l'Allemagne fédérale après 1945. Si l'Allemagne fédérale n'avait pas fait son mea culpa, au sujet du génocide des Juifs, est-ce que l'Allemagne aurait pu être ce qu'elle est aujourd'hui, un pays démocratique, opulent et respectueux des droits de l'homme? Jamais de la vie. Donc là, la Turquie, en Turquie, on n'a jamais fait ça. Et après 100 ans, la société, l'État, tout part en morceaux, n'est-ce pas? Et je crois que il y a matière à réflexion sur docteur, vous avez mentionné qu'il y a une oppression académique en Turquie et nombreux journalistes sont emprisonnés. Ça, c'est un fait. Et vous avez dit qu'il y a un exil il y a une diaspora turque
à l'extérieur qui ne pensent pas comme Erdogan. Mais à contrepartie, il y a une diaspora turque aussi qui est nommée comme les loups gris, qui sont même plus forts que le mouvement néo-nazi en Allemagne. Il y a des mouvements quand même assez forts à l'extérieur de la Turquie, dans la diaspora, qui ne pensent pas comme vous aussi. C'est quoi votre interprétation? Et donc, non, le problème des groupes, ce n'est pas seulement les loups gris. Depuis qu'ils sont au pouvoir, donc les islamistes en Turquie, donc le parti AKP, réorganise la diaspora en Europe occidentale. Vraiment, ils la travaillent au corps. Et ils ont réussi à en faire des groupuscules très proches du pouvoir, du régime en Turquie, mais qui sont aussi très actifs et très influents dans les pays où ils habitent. Ils sont souvent très violents, ils sont dans la politique. On sait ce qui s'est passé pendant la guerre à Artsakh, à Lyon, par exemple, à Dessine. On a tous suivi ce qui s'est passé. Eh bien, ce sont des groupuscules extrêmement dangereux et il y a plusieurs pays occidentaux qui cherchent à les interdire maintenant, n'est-ce pas? Et donc, et à mon avis, on va y arriver. Ils vont y arriver. C'est absolument intolérable. On n'a pas besoin de problèmes supplémentaires. Il y a plusieurs pays qui ont pris déjà des initiatives et des décisions qui vont dans ce sens. L'Autriche, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, etc. Et ça viendra. Donc, on ne peut pas les tolérer. Et ça, ce sont des officines, ce sont des groupuscules, je répète, très proches du régime d'Ankara. Et ils sont téléguidés très souvent. Ils sont téléguidés par les ambassades et les consulats de Turquie. Et ça, c'est très grave. Et aussi un organisme qui s'appelle DİTİB, qui est responsable des imams, et c'est un organisme qui dépend directement de la direction des affaires religieuses en Turquie, le Diyanet. Et donc, ils envoient les imams dans les mosquées en Europe occidentale, mais ils sont complètement au service du régime de M. Erdogan. Donc, il y a un réel danger par rapport à ça, aussi bien pour les sociétés dans lesquelles ces groupuscules évoluent et existent et évoluent, mais aussi pour ceux qui ne pensent pas comme eux, pour les opposants turcs, mais aussi pour les Arméniens, comme on a vu à Dessine, n'est-ce pas? Et donc, donc, il constitue, si vous voulez, un danger contre vraiment la sécurité et le bien-être de ces gens-là qui ne sont pas, eux, violents. Ils s'expriment comme tout le monde s'exprime dans les sociétés démocratiques occidentales. Eux, non, ils ne sont pas d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, ils tabassent ou ils tuent. Oui. Voilà. Oui. Zaven, Il y a des élections législatives dans 15 jours en Arménie. Quel régime préfère Ankara, voire à Yerevan? Oh, vous savez, on a beaucoup spéculé sur cette question-là. Ceux qui sont contre le gouvernement le gouvernement en place, eh bien, oui. Pachinian. Oui, de Nicole. Eh bien, ils ont dit
ils ont dit que Nicole travaillait pour la Turquie parce que il a accepté, il a cédé le Artsakh, etc. Donc, je sais que dans la diaspora, on a très vite spéculé là-dessus en disant Nicole est l'homme de Ankara. Moi, je n'y pense pas du tout. Je veux dire, c'est une exagération. Le gouvernement arménien a été très clair sur plusieurs sujets, notamment sur le génocide des Arméniens, l'ouverture des frontières, etc. Alors, franchement, je ne pense pas que le régime d'Ankara a une préférence. Quand on pense au gouvernement arménien avant celui de Nicole Pachinian, eh bien, Ankara n'était pas plus accommodant ou plus disposé à parler et à dialoguer avec ces gouvernements-là. Là, par exemple, on parle du retour de Robert Kocharyan, etc. Bon, ça ne s'entendait pas du tout. Je veux dire, donc, comment on peut prétendre que Nicole Pachinian donc fera l'affaire de Ankara? Non. Et puis, franchement, il faut voir le grand tableau. Le régime d'Ankara et la Turquie en général, la classe politique turque ne connaît rien à l'Arménie. Ils ne connaissent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qui se passe en Arménie. Ça ne les intéresse pas, ils minimisent, ils sont totalement détachés par rapport à ça. Ils sont très mal informés parce qu'il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas de présence. Par exemple, il y a une présence arménienne en Turquie à travers cette organisation internationale de la coopération de la mer Noire. Il y a donc un représentant de Yerevan qui est à Bolis, à Istanbul, n'est-ce pas? Oui. La Turquie n'a personne à Yerevan. Ils ne savent pas ce qui se passe, ça ne les intéresse pas en plus. Donc, moi, je crois que la situation politique interne de la Turquie ne permet pas d'action ou d'initiative révolutionnaire par rapport à l'Arménie. Je veux dire, par exemple, les protocoles de 2009, n'est-ce pas, vous vous rappelez, Oui, les oui. protocoles de 2009, ça c'est enterré, c'est fini. Je veux dire, jamais aucun gouvernement turc aujourd'hui ne serait capable de relancer ça parce que le régime turc est devenu hyper nationaliste maintenant, hyper nationaliste, Oui. beaucoup plus nationaliste qu'avant. Donc, comment voulez-vous que ce régime lance une initiative de normalisation avec l'Arménie? Je veux dire, c'est hors de question. Alors, professeur, je vais vous poser une question qui est composée de deux parties. Comment vous voyez la sécurité ou le bien-être de la communauté arménienne en Turquie, premièrement? Et deuxièmement, quelles seront les conséquences quand nous sommes victimisés en Moyen-Orient, par exemple en Syrie et au Liban, où nos communautés sont un peu harcelées avec l'influence de la Turquie d'aujourd'hui. Alors, la communauté arménienne intérieure et la communauté arménienne ou la diaspora proche à la Turquie. Eh bien, malheureusement, les perspectives ne sont pas du tout encourageantes, Berch Bey. Ça va très mal.
Donc, en Turquie, dès qu'il y a quelque chose, là, comme Artsakh, on a vu avec la guerre, les Arméniens de Turquie se sont sentis complètement dans l'insécurité parce qu'il y a eu des menaces, il y a eu des meetings devant le Agos d'ailleurs. Non, les gens étaient vraiment très nerveux par rapport à ça. Et on a encore commencé à parler de 100 000 Arméniens, tout ça, c'est des sornettes. Il n'y a pas 100 000, il n'y a jamais eu 100 000 Arméniens d'Arménie en Turquie. Il y en avait 12 000 et la plupart sont rentrés. Donc, mais la minorité qui reste, les 60 000 Arméniens de Turquie, eh bien, c'est comme, on est revenu vraiment en arrière. Donc, on a, on est revenu à l'époque où les mamas dans la rue disaient à leurs enfants, ne m'appelle pas maman, appelle-moi Anne, n'est-ce pas? On est revenu à ça. Donc, la situation est loin d'être encourageante. Et par rapport à la région, c'est pareil. Je veux dire, il y a une petite communauté qui essaye de survivre à Aleppo et à Damas. Le Liban va très mal, économiquement parlant. Donc, cette diaspora proche, comme vous dites, surtout donc basée en Syrie et au Liban, eh bien, sont aussi sous pression. Pas directement de la Turquie, mais ils sont quand même, ils subissent les conséquences d'une guerre qui est surtout, et ça c'est donc, donc c'est une ingérence indirecte de la Turquie, cette guerre, elle est entretenue toujours par la Turquie, par le régime d'Erdogan. Je veux dire, si aujourd'hui le régime d'Erdogan cesse de soutenir les islamistes de Al-Nusra, par exemple, à Idlib, etc., eh bien, la guerre civile syrienne va se terminer. Eh bien non, ils ne le font pas. Et donc, ça continue à créer une très grande pression sur toutes les communautés, pas seulement la communauté arménienne, mais aussi la communauté syriaque, qui est aussi en Syrie, comme vous savez. Et voilà, donc c'est vraiment pas brillant. Alors, du coup, comme vous savez, les Syriens arméniens sont partis beaucoup. Il y a 40 000 à peu près en Arménie. Oui. Zaven, as-tu une question? Ben non, pas précisément. C'était très intéressant. Je voulais évoquer un ambassadeur turc. Vous vous rappelez, M. Cengiz, Fahri Korutürk. Il était amiral retraité. Il a été nommé ambassadeur à Moscou en 1960. Et en 1964, il a visité l'Arménie en tant qu'ambassadeur turc. Et il a signé dans le livre d'or du musée des manuscrits, le Madenataran, faisant l'éloge du peuple et de la civilisation des Arméniens. Est-ce qu'un diplomate ou un académicien de Turquie, pas comme vous, est encore capable ou sera capable de faire une chose pareille? Oui, il y en a beaucoup. Je veux dire, là. Je ne parle pas des gens comme vous, ceux qui sont restés là-bas. Ah oui, non, vous savez, c'est très difficile aujourd'hui de parler même du génocide des Arméniens. C'est redevenu un tabou, n'est-ce pas? C'est redevenu un tabou, je le répète. Et on en est très loin. Et un officiel, un bureaucrate ou un politicien, hors de question. Il n'y a que les Kurdes qui osent encore le parti HTP, qui osent encore le dire, et chaque fois qu'ils ouvrent la bouche sur le génocide des Arméniens, ben, on les couvre d'insultes, n'est-ce pas, à tous les niveaux, même à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Garo Paylan.
Donc, c'est une autre époque maintenant. Comme je disais, la Turquie est devenue un pays hyper nationaliste et le génocide des Arméniens est redevenu un tabou, malheureusement. Et ce n'est pas avec ça que les relations vont se normaliser avec l'Arménie. Et ce n'est pas avec ça que la société turque, qui, à mon avis, est malade du génocide, va pouvoir se guérir. Professeur, comment vous expliquez alors la réaction d'Erdogan quand le président américain Biden a reconnu le génocide? On a eu une réaction assez limitée. Tiède. Si nous comparons, disons, à la réaction qui a réservée pour la France ou pour l'Allemagne. Il était très, très doux. Comment vous expliquez ça? Oh, vous savez, il est perdu lui aussi. Hein. Il ne sait pas à quel sein se vouer, comme on dit en français. Il attend sa réunion avec Biden le 14. C'est donc dans moins c'est lundi en 8. Eh bien, et là, pour l'instant, il essaie de calmer le jeu, mais ils prennent toutes sortes d'initiatives. Il paraît qu'il va lui présenter un livre, ou je ne sais pas quoi, sur le boxeur Garbi Zakarian. Raconter que les Turcs aiment les Arméniens et les Arméniens aiment les Turcs, etc. Des salades comme ça, comme si les Américains ne savaient pas exactement ce qui Zaven, éteins le micro, Zaven. En 1915, donc les Américains savent parfaitement ce qui s'est passé en 1915. C'est pas avec ces choses-là qu'il va réussir à les convaincre de changer d'avis. Donc ça c'est fait. Non, je crois qu'il est coincé politiquement par rapport aux États-Unis. Il a des problèmes énormes avec l'Occident en général, avec les missiles russes qu'il a achetés, avec les procès en corruption qui attendent dans les tribunaux aux États-Unis. Il a des problèmes avec l'Europe, on en a parlé. Donc, non, la Turquie, le régime turc, Erdogan, il est un peu perdu en ce moment. Hein, ça, il faut le voir. Il ne contrôle pas tout. Hein, il fait un peu, il navigue à vue, comme on dit. Il cherche un peu son chemin et l'économie va très, très, très mal. Justement, vous avez ouvert une parenthèse que je voulais élaborer. C'est quoi l'avenir de la Turquie avec la crise économique, la crise financière, l'inflation galopante? La Turquie est en pleine crise économique. Il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de création d'emplois. L'économie est par terre. La monnaie se casse la gueule. L'inflation est très haute. Les banques sont sous pression. Non, c'est vraiment une catastrophe. Donc, et il continue, malgré ça, à continuer à faire la guerre en Libye, en Syrie, en Irak, etc. Donc ça, c'est vraiment, c'est de la pure. C'est pourquoi je disais, ça relève plus de l'irrationalité que de la raison. Oui. On va terminer bientôt, Zaven, professeur. Je vous laisse, Zaven, si tu as une dernière question au professeur. Oui, combien de temps ça va durer l'amitié Turquie-Russie, entre guillemets? Vous savez, on n'a pas de dire, voilà, je vais répondre très vite. Vous savez, dans l'histoire, l'Empire ottoman et l'Empire russe, c'était deux chiens de faïence, ils se regardaient. Jamais entre les deux empires, il y a eu une quelconque entente. L'Empire russe et l'Empire ottoman étaient des ennemis jurés, n'est-ce pas?
Et ce n'est pas avec M. Erdogan, qui ne connaît rien à l'histoire, que ces choses-là vont changer. Et donc, ça n'a absolument aucune. Donc, ces relations turco-russes n'ont aucun avenir, strictement aucun avenir. Alors, moi, je vais terminer cette rencontre. Professeur, je vous remercie. C'était vraiment agréable d'avoir une son de cloche qui provient de la diaspora turque. Alors, nous apprécions votre intervention et nous pensons que la démocratisation de la Turquie, ça va faire le bonheur de la Turquie et de l'Arménie et du monde. Alors, j'aimerais apprécier l'intervention aussi de Zavern comme interlocuteur et celui qui a initié